Ceci est la 30e vidéo de cette série Janus. Au programme deux choses, la mécanique quantique et les états d'énergie négative, et une réfutation de la critique formulée dans la revue Astronomy and Astrophysics par l'anglais Jamie Farnes, sans argumentation scientifique. À ce jour, la vidéo précédente, Janus 25, qui faisait état de plus de 10 confirmations observationnelles du modèle Janus, a été vue par 62 000 personnes. Les portes des séminaires sont toujours hermétiquement fermées depuis plus de 4 ans, et très rares sont les commentaires ou critiques émanant de la communauté scientifique. Ceci est un échantillon des commentaires que peuvent faire les spécialistes de cosmologie et d'astrophysique. Votre exposé est totalement clair et vraiment pour un néophyte comme moi c'était vraiment très très bien. J'ai juste une question, qu'est-ce que vous pensez des travaux de Jean-Pierre Petit avec sa théorie Janus? Parce que vous avez parlé de monsieur Soriot et à une époque il a travaillé avec ce monsieur et du coup... Non, il n'a pas travaillé, il a accepté dans son labo, c'est pas tout à fait pareil. C'est complètement faux. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec Soriot, on travaillait chez lui à son domicile et il était à la retraite et n'avait plus de laboratoire. Jean-Pierre Petit, bon, il a fait plusieurs travaux, mais moi j'ai regardé ses travaux il y a 20 ans, donc je ne peux pas me prononcer sur ce qu'il fait aujourd'hui. Sur les modèles qu'il avait présentés il y a 20 ans, j'ai lu ses papiers attentivement, j'ai refait les calculs et j'ai trouvé que c'était faux. Donc c'était faux au point de vue des calculs. Donc j'ai trouvé que de toute façon son idée était bonne. Bon, il y avait des idées de masse négative et par exemple pour le problème de masse cachée, plutôt que de mettre une masse positive à l'intérieur, on met une masse négative à l'extérieur et ça a le même effet. Bon, très bien, ça c'est une très bonne idée. Mais l'idée de masse négative, à part ça, il faudrait l'inclure dans le reste de la physique, que ça soit compatible avec la physique quantique, avec le reste. Ce que Lachezray ignore, c'est que ça a été fait depuis 6 mois. Là, vous avez l'article que nous avons publié, Nathalie Deberg, mathématicienne belge, Gilles D'Agostini et moi-même, dans la revue au top niveau, The Journal of Physics Communication. Comme vous pouvez le voir dans le titre, Nathalie, dont la spécialité est le contexte mathématique de la mécanique quantique, a montré que ces énergies et masses négatives étaient en fait contenues dans l'équation de Dirac, c'est-à-dire faisaient partie de la mécanique quantique. Ça, pour autant que je sache, il n'y a aucune manière dont c'est fait. Donc, pour ce que j'en connais, mais je vous dis, c'est mes souvenirs d'il y a 20 ans, il y avait des bonnes idées. Ce que j'ai lu, c'était inexact. Mais aujourd'hui, il a présenté donc Janus, sa théorie. Je ne peux pas vous en parler. Bon, il développe tout ça il développe tout ça sur YouTube et sur Internet. Oui, je sais bon, bien, après... je ne pense pas que ça marche, parce que, si vous voulez, il ne faut pas du tout croire que les gens refusent de lire Jean-Pierre Petit ou refusent de lire quelqu'un. Mais si vous voulez, bon, moi, des trucs à la Jean-Pierre Petit, j'en reçois 2 ou 3 par semaine. C'est-à-dire, je reçois 2 ou 3 théories qui expliquent tout, chaque semaine, par des gens qui sont quelquefois des ingénieurs, des ingénieurs physiciens ou quelquefois des médecins. Bon, on ne peut pas lire tout ça. Mais Jean-Pierre Petit, je peux vous dire qu'il a été lu par des comités de CNRS et tout. Pour le moment, il n'y a rien d'intéressant qui semble en sortir. Donc lui, il continue son truc, je ne peux pas vous en dire plus. Mais j'avoue que ce qui m'a fait le plus d'effet, plus que les propos du conférencier, ce sont les rires des gens dans l'assistance, constitués majoritairement d'universitaires. Je ne vais pas vous ennuyer en vous passant tous les enregistrements qui ont été faits dans des conditions similaires, mais c'est très exactement la réponse type qu'obtiennent les spectateurs et les internautes lorsqu'ils interrogent à propos du modèle Janus. Vous pouvez regarder les nombreuses vidéos produites par ces spécialistes, ou lire leurs articles, ou lire leurs ouvrages, ou regarder les articles qui paraissent dans la presse de vulgarisation scientifique ou dans la grande presse. En règle générale,
le modèle Janus est totalement absent, et cela parce que ces spécialistes considèrent que la lecture de ces articles scientifiques paraissant dans des revues de haut niveau serait une simple perte de temps. C'est un état de fait, et dites-vous bien que cela perdurera. Il y a quelques mois, un internaute a positionné sur l'Internet une pétition demandant à ce que je puisse être entendu à l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette. Cette pétition a recueilli plus de 3000 signatures et il y a plus de 1300 messages, mais il n'y a aucun effet et il n'y en aura aucun. Je vais avoir 82 ans dans 3 mois. Tout cela implique un certain nombre de décisions. Avant d'en parler, voyons un petit peu le dernier bilan scientifique. Tout part de ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Alors ici, vous avez le gros bouquin de Wennberg, version 2005. Page 74, vous tombez sur une section intitulée Space Inversion and Time Reversal, c'est-à-dire inversion d'espace et inversion du temps. La mécanique quantique se gère à travers ce qu'on appelle des états. Et alors, sur ces états agissent des opérateurs grand P et grand T. Alors, grand P, c'est l'opérateur d'espace, et grand T, c'est l'opérateur de temps. Une physique, disait Souriau, c'est un espace et un groupe. Et ce groupe permet de décliner tous les mouvements possibles des objets dans cet espace. Alors si on se limite au groupe de points carrés restreints, il n'y a que les inversions de l'espace qui sont possibles, ce qui permet cependant de passer d'un photon droit à un photon gauche, c'est-à-dire à deux objets qui sont en miroir, qui sont P symétriques. Et ces mouvements qui sont en miroir l'un par rapport à l'autre, ça correspond au phénomène de polarisation. Ça se corse lorsqu'on accepte de décliner ces mouvements avec une opération d'inversion de temps. Ceci étant, dans le formalisme de Souriau, l'inversion de temps, ça entraîne l'inversion de l'énergie et il n'y a pas d'ambiguïté. Tout ça parce que ce sont des opérateurs qui sont réels. Dans les matrices des groupes dynamiques de Souriau, il n'y a que des réels, il n'y a pas de nombres complexes, enfin du moins pas encore. Je m'excuse d'être un peu abstrait là, mais j'essaye d'introduire un petit peu le travail de Nathalie. En mécanique quantique, les opérateurs peuvent être linéaires et unitaires ou antilinéaires et anti-unitaires. Au bas de la page 75 du livre de Wennberg, vous avez ces belles équations, mais je me dépêche de traduire les phrases clés en français et en les mettant en couleur rouge. Là, on lit: à ce stade, nous n'avons pas encore décidé si les opérateurs P et T étaient linéaires et unitaires ou antilinéaires et anti-unitaires. Alors vous voyez qu'en mécanique quantique, on a un choix qu'on n'a pas avec les groupes dynamiques. Phrase suivante: si P est antilinéaire et anti-unitaire, alors pour tout état psi d'énergie E positive, on aurait un autre état P-1 psi d'énergie E négative. Je passe à la page suivante, la page 76, d'abord en anglais. Qu'est-ce que nous dit Wennberg? Je traduis. Il n'y a pas d'état d'énergie négative, d'état d'énergie plus faible que celle du vide, donc nous sommes obligés de choisir l'autre alternative. P doit être unitaire et linéaire. Descendons maintenant plus bas dans cette page 76. Wennberg va maintenant s'occuper de l'opérateur d'inversion de temps, de l'opérateur T. Si nous supposons que T est linéaire et unitaire, nous trouvons THT-1 égale -H. Avec une fois encore cette désastreuse conclusion que pour tout état psi et l'énergie E, il y aurait un autre état T-1 psi d'énergie -E, donc négative. Pour éviter cela, nous sommes donc forcés de conclure que l'opérateur T doit être antilinéaire et anti-unitaire. Nous avons donc maintenant décidé que l'opérateur P doit être linéaire et que l'opérateur T doit être antilinéaire.
Vous voyez donc qu'en mécanique quantique, quand il s'agit de réfléchir sur les opérateurs, P et T par exemple, eh bien, ils peuvent être soit linéaires, soit antilinéaires, soit unitaires, soit anti-unitaires. Et c'est là que Weinberg dit il faut absolument éviter les états d'énergie négative. Je vous signale que quand j'ai traduit ça par désastreux, l'adjectif anglais c'était disastrous. Pour éviter qu'on puisse dire que j'ai distordu la pensée de Weinberg, je vous mets encore le texte anglais. Vous voyez que là, il a écrit « To avoid this », pour éviter ça, « we are forced », nous sommes forcés. Et vous voyez qu'il a deux opérateurs, P et T. Alors le premier, pour éviter les masses négatives, l'énergie négative, il est forcé de le considérer comme unitaire et linéaire. Et le second, pour la même raison, il est forcé de le considérer au contraire comme antilinéaire et anti-unitaire. Et là, je cite la phrase de Richard Feynman que j'avais produite dans la vidéo Janus 5, lorsqu'il dit « Celui qui prétend comprendre la mécanique quantique est soit un menteur, to lie, ça veut dire mentir, soit un fou, crazy ». Et vous voyez que cette phrase n'est pas une boutade. Je crois que si Feynman était encore vivant, il aurait apprécié un dessin comme celui-ci, mais de nos jours, la science et l'humour ne font plus bon ménage. Mais revenons à l'ouvrage de Weinberg. Page 102, il revient sur ces questions d'opérateurs d'inversion d'espace P et de temps T, et il écrit « Comme il n'y a aucun exemple connu de telle représentation, nous n'irons pas plus loin dans cette direction, et nous nous contenterons des représentations des inversions d'espace et de temps telles que nous les avions définies plus haut, c'est-à-dire avec P linéaire et unitaire et T antilinéaire et anti-unitaire. » À la décharge de Weinberg, il faut dire qu'à l'époque où il écrivait ces lignes, on en était encore à ce schéma d'expansion cosmique correspondant aux solutions de Friedman. En 2011, trois personnages, Perlmutter, Riess et Schmidt, ont eu le prix Nobel pour avoir montré que l'univers, au contraire, accélérait. Et ça implique l'action d'états d'énergie négative. Je veux ici une petite digression. En France, on a des types tout à fait extraordinaires, comme Luc Blanchet de l'Institut d'astrophysique de Paris et Gabriel Chardin de la direction générale du CNRS. Eux ont un modèle tout à fait révolutionnaire qui reprend le modèle des années 30 de Dirac et de Milne. Là, vous avez l'article paru dans la revue Astronomie en astrophysique, c'est co-signé par Gabriel Chardin. Alors, l'expansion de l'univers est linéaire par rapport au temps, et à ce moment-là, il n'accélère plus. Donc, si Blanchet et Chardin ont raison, Perlmutter, Riess et Schmidt devront rembourser leur prix Nobel. Mais revenons à ces histoires de mécanique quantique. Donc, en 2014, avec mon collaborateur et ami depuis plus de 20 ans, Gilles D'Agostini, on publie dans la revue Astronomie en astrophysique un article. Et dans celui-ci, Nathalie Deberg, elle est là à gauche, tombe sur un passage où j'évoque toutes ces questions liées à l'ouvrage de Weinberg et à ce choix arbitraire effectué pour les opérateurs d'inversion d'espace et des temps en les choisissant soit linéaire et unitaire quand c'est commode et soit antilinéaire et anti-unitaire. Nathalie Deberg se plonge dans les fondements mathématiques de la théorie quantique, mais comme elle me l'écrivait dans l'hiver 2017, il lui semble que si les pères fondateurs de la mécanique quantique qui s'est fondée entre les années 20 et les années 30 savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, après, me dit-elle, il semble qu'on a surtout mis la poussière sous le tapis. Ceux qui connaissent l'histoire de la mécanique quantique savent que tout est parti de l'idée de Planck selon laquelle l'énergie est égale à h nu, nu étant une fréquence, et de l'idée de De Broglie selon laquelle une onde associée devait avoir une longueur d'onde h sur mv.
Sur ce, le physicien hollandais Peter de Baï s'écrie « Mais qu'est-ce que c'est que cette onde qui n'a pas d'équation ?» Alors Schrödinger se met au travail et assez facilement rétablit une première équation qui décrit cette onde mystérieuse. On est en 1925 et cette équation de Schrödinger n'est pas relativiste. Et en 1927, Niels Bohr rencontre le jeune physicien Paul Dirac et lui demande sur quoi il travaille. Et Dirac lui répond qu'il essaye de construire une équation qui décrit une physique quantique relativiste. Et sur ce, Bohr lui répond « Mais c'est déjà fait. Le jeune Suédois Oskar Klein et l'Allemand Walter Gordon ont déjà résolu le problème. » Mais à ce moment-là, vous voyez tout de suite une chose. Dans cette nouvelle équation, apparaît la dérive seconde de la fonction d'onde psi par rapport au temps. Vous avez un d de psi sur dt carré. Cela signifie que si vous changez t en moins t, l'équation est invariante. Donc, apparaissent les problèmes liés à l'inversion du temps. Alors, on ne s'étonne pas que cette équation conduise à des états d'énergie qui sont soit positifs, soit négatifs. Et les physiciens sont rudement embêtés avec ces états d'énergie négative. Mais Dirac propose quand même cette nouvelle équation, et il ne faut pas croire que les travaux nouveaux soient accueillis avec enthousiasme à toutes les époques. Par exemple, le mathématicien Hermann Weyl, quand il voit ça, il craint que la théorie de Dirac ne conduise à une nouvelle crise de la physique quantique. Quant à Bohr, il dit que cette théorie est juste bonne à capturer les éléphants. Comment? Il dit voilà, on accroche la théorie de Dirac à un arbre en Afrique, les éléphants viennent, ils lisent la théorie et ils sont tellement stupéfaits, frappés de stupeur, qu'on peut les capturer. Et Pauli a une troisième interprétation. Il évoque un autre principe qu'il vient d'inventer, selon lequel toute théorie avancée doit immédiatement être appliquée à son auteur. Et il conclut que si on appliquait ces principes proposés par Dirac à lui-même, celui-ci se désintégrerait immédiatement en une bouffée de rayons gamma avant qu'il ait eu le temps d'énoncer cette théorie. En fait, ces choses-là s'expriment en termes de probabilité. La probabilité d'existence d'un état, c'est en 1 sur m, E étant l'énergie et m la masse. Alors si on prend un opérateur d'inversion de temps t et qu'on suppose qu'il soit unitaire, alors l'inversion du temps va entraîner l'inversion de l'énergie. Donc à l'époque de Dirac et jusqu'à une date très récente, on disait bon, à ce moment-là, cette probabilité en 1 sur m s'inverse, donc cet état est négatif et ça ne peut pas exister. Et à ceux qui disaient mais et si on inversait la masse, on répondait une masse qui s'inverse, mais ça n'a pas de sens physique. Qu'est-ce que c'est une masse négative? Eh bien, qu'est-ce qu'a fait la mathématicienne belge Nathalie Debergue? Elle a mis tout ça à plat, elle a repris l'analyse faite par Dirac et montré que lorsqu'il y avait inversion du temps, il y a inversion de l'énergie et de la masse. Et en outre, quand on effectue une PT-symétrie, eh bien on obtient de l'antimatière de masse négative. Voilà la conclusion de l'article, d'abord en anglais, puis en français. Conclusion, nous avons montré que les masses négatives avaient leur place en mécanique quantique, à condition d'être associées à des énergies négatives. La transformation unitaire proposée agit sur les états de fermions d'énergie et de masse positive pour donner des états d'antifermions d'énergie et de masse négative. Ceci représente une alternative à l'opérateur anti-unitaire de conjugaison de charge qui conduit aux mêmes états d'antifermions, mais cela étant doté d'énergie et de masse positive. Il y a ainsi deux types d'antimatière, l'antimatière classique, créée en laboratoire, et l'antimatière primordiale, obtenue par une transformation PT unitaire, celle-ci étant alors dotée d'une énergie et d'une masse négative, qu'on appellera antimatière négative. Tout cela a pu être publié après les classiques échanges et révisions de manuscrits demandés par le référé anonyme de la revue. Le titre est « Évidence de masse et d'énergie négative dans l'équation de Dirac en mettant en œuvre un opérateur d'inversion de temps unitaire ». C'est paru au Journal de Physics Communication, qui est un périphérique du prestigieux Journal de physique.
Il faut dire que les grandes revues comme Nature se sont ainsi dotées de périphériques soumis au même contrôle de qualité. Il y a ainsi Nature et Nature Communication. La seule différence, c'est qu'ils ont trouvé ainsi le moyen de faire payer les auteurs. Pour l'article de Nathalie, l'association Gesto a payé 713 €. Grâce à ça, l'avantage, c'est que le téléchargement est gratuit. Voici les références de l'article et l'adresse de téléchargement. Je vous laisse le temps de noter cette adresse. Et si vous avez envie de faire un petit don au Gesto, ne vous gênez pas. Quand les internautes sont allés consulter l'article de Nathalie, ils ont été surpris parce qu'ils ont vu son lieu d'affectation. C'est un département d'agronomie d'une haute école belge. Alors effectivement, ils ont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire de la mécanique quantique lorsqu'on est dans un département d'agronomie? Mais d'ailleurs, Nathalie occupe-t-elle un poste de chercheur en Belgique? Eh bien non. Elle est simple enseignante dans une haute école belge. En France, on appelle ça une école technique. Elle y forme des ingénieurs agronomes et des institutrices. Vous avez vu qu'elle était l'auteur d'un travail extrêmement novateur, original, qui ouvre une véritable grotte d'Ali Baba de la mécanique quantique, l'étude des états d'énergie négative. Alors, quand est-ce qu'elle fait ça? Eh bien, pendant son temps libre, entre les copies à corriger, les cours à préparer. Vous savez, dans la sphère université-recherche, que ce soit en Belgique ou en France, on prend ce qu'on trouve. En dépit d'états de service tout à fait remarquables, avec plus de 100 publications à son article dans des revues de premier plan, comme le Journal de physique, comme Physical Review Day, où elle a même d'ailleurs été référée, Nathalie n'a pas pu obtenir de poste de chercheur à l'Université de Liège. Ses travaux se situent dans les bases mathématiques de la mécanique quantique. Nathalie est quelqu'un de très brillant. Elle a une extraordinaire acuité intellectuelle et un regard perçant qu'elle porte sur les équations et les problèmes, associés à une volonté d'aboutir, sans quoi la recherche n'est que de la broderie. En résumé, je dirais que Nathalie n'est pas une chercheuse, c'est une trouveuse. Vous connaissez la phrase de De Gaulle qui disait « En France, des chercheurs on en trouve, mais des trouveurs on en cherche ». Bien, il faut vous dire que dans ce domaine de la physique théorique, de ces études théoriques, les trouveurs sont excessivement rares. Je parle des gens qui vont laisser un nom dans l'histoire des sciences. Par ailleurs, pour intégrer une équipe de recherche, le fait d'être brillant, c'est plus un handicap qu'un avantage. En France, comme dans de nombreux pays, le recrutement a tendance à être effectué sur la base d'un profil. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de recherche, on cherchera donc à recruter des scientifiques qui sont susceptibles de s'intégrer harmonieusement dans ces équipes et de poursuivre un programme de travail. Il y a des domaines où ça se passe plutôt bien. Prenez par exemple l'astronomie, les observations. La France a des états de service excellents dans le domaine. Elle a été en particulier pionnière dans le domaine de l'astronomie spatiale. Aujourd'hui, l'idée de mettre un télescope en orbite est quelque chose d'évident. Là, vous avez l'image du télescope Hubble, et puis voici les fantastiques photos que ce télescope spatial a permis d'obtenir au fil des années. À gauche, vous avez une masse de gaz interstellaire qui constitue les nurseries où se forment les nouvelles étoiles, et à droite, vous avez une splendide image de la galaxie des chiens de chasse. Mais dans les années 70, quand il a été envisagé de mettre en orbite la station Skylab, qui a été lancée en 1973, l'astronomie spatiale en était à ses tout débuts, et si les Américains avaient installé un télescope qui a permis d'avoir de très bonnes images du Soleil, les images dans l'ultraviolet ont pu être obtenues par un télescope français fabriqué au LAS, l'Expérience S183. Sur le plan des observations, la France est partie prenante dans les projets les plus ambitieux. Par contre, dans le domaine théorique, on n'a jamais rien produit depuis Laplace et Le Verrier à l'époque napoléonienne. L'histoire de la cosmologie s'est écrite en Allemagne, aux USA, en Russie, en Angleterre. En France, on a surtout beaucoup recruté dans les supercorps.
Je citerai la déclaration d'un de nos maîtres à penser dans la discipline dans Sciences et Vie de 2005. Je cite: l'annihilation des bras aurait pu donner naissance à des cordes gigantesques qui pourraient se trahir lorsqu'elles s'enroulent sur elles-mêmes et claquent à la manière de fouet. Je vous laisse le soin de retrouver l'auteur de cette impressionnante déclaration. Où en est-on aujourd'hui sur le terrain de la cosmologie? Commençons par le courrier du CNRS qui titre « Un univers sans matière noire », avec une illustration très évocatrice. On commence par revenir sur une idée qui n'est plus tellement nouvelle, celle de l'Israélien Mordechai Milgrom qui suggère de modifier la loi de la gravitation. Au lieu d'être en 1 sur R2, à partir d'une certaine distance, elle devient en 1 sur R. Le problème est que lorsqu'on adapte cette loi pour rendre compte de ce qui se passe dans les galaxies et qu'on essaye ensuite d'étendre ça aux amas de galaxies, ça ne marche plus. L'article revient ensuite sur le travail de Gabriel Chardin. Je cite: « C'est également le cas de l'univers d'Dirac-Milne élaboré par Gabriel Chardin. Celui-ci le fait reposer sur 2 hypothèses révolutionnaires. Il considère d'abord que cet univers contient autant de matière que d'antimatière, et que l'antimatière possède une masse gravitationnelle négative. La disparition totale, du moins apparente, de l'antimatière de notre univers demeure à ce jour un des grands mystères du modèle standard. Celui-ci indique pourtant que l'univers comprenait, pendant ses tout premiers instants après le Big Bang, autant de matière que d'antimatière, insiste-t-il. Dans l'univers de Dirac-Milne, plus besoin d'expliquer la disparition de l'antimatière, elle est toujours là, cachée dans les vides intergalactiques. La supposition que l'antimatière possède une masse négative est une supposition plausible, car à ce jour, aucune expérience n'a pu mesurer la masse de l'antimatière. Donc, pour Chardin, au moment du Big Bang, il se crée autant de matière que d'antimatière. La matière, c'est une masse plus m, l'antimatière, c'est une masse moins m, le total fait une masse nulle. Alors à ce moment-là, l'expansion de l'univers s'effectue de manière linéaire, il n'y a pas d'accélération, et les 3 bonshommes ci-dessus devront rembourser leur prix Nobel. Alors vous voyez, tout ça, ça incite à réflexion, parce que avec mon collègue et ami Gilles D'Agostini, on s'efforce de faire passer des courbes par des points, de coller avec des données observationnelles, mais est-ce que c'est pas à côté vieux jeu? Alors bien sûr, on avait été un peu pris au dépourvu par cette nouvelle cosmologie qui finalement décrit des choses qu'on n'observe pas. Mais là, vous voyez, le CNRS, en donnant écho aux travaux de Chardin, ouvre la voie. Maintenant, les données observationnelles, il faut s'asseoir dessus. Alors ça a évidemment un petit côté Molière. C'est Chardin qui le dit, vous n'en pouvez douter, si c'est faux aujourd'hui, demain c'est vérité. Mais poursuivons la suite de cet article du courrier du CNRS. Des masses négatives dans l'univers. Les théoriciens ont en tout cas démontré que l'existence de masses négatives est parfaitement compatible avec la relativité générale, même si les mouvements qu'auraient ces masses les unes par rapport aux autres sont très étranges. Tandis que les masses positives s'agrègent entre elles, les masses négatives se repoussent et s'écartent les unes des autres. Dans un tel univers, sous l'effet de la gravité, la matière de masse positive s'agrège et forme des grandes structures. En revanche, les particules d'antimatière de masse négative s'étalent en gaz froid dans ce que nous prenons pour des grands vides cosmiques. Des vides qui, en s'étalant et en repoussant les structures de masse positive, expliqueraient, sans avoir besoin d'énergie noire, l'expansion de l'univers telle qu'elle est observée. Moi, je dis souvent à Gilles, il faut qu'on se tienne au courant. Par exemple, pendant 60 ans, on a été arrêté par cet effet runaway, dans lequel les masses négatives courent après les masses positives, ce qu'on retrouve dans le schéma de l'article. Mais pas du tout, simplement, c'est étrange, c'est tout. Mais vis-à-vis de ce qui sort des observations à l'aide des télescopes, on n'est jamais à l'abri d'une erreur qui serait due à un mauvais décodage observationnel. Il est peut-être préférable de tabler sur des expériences de laboratoire. Alors là, vous avez l'expérience alpha, qui est pilotée par Gabriel Chardin au CEA, et où on va peser l'antimatière, voir si elle tombe vers le haut. Et là, regardez ce qui est dit en bas et à droite de la figure. L'expérience décisive devrait intervenir d'ici la fin 2018. Mais au fait, aujourd'hui, on est le 30 décembre. Il n'y a plus que 24 heures.
Bien, eh ben, continuons à regarder ce qui émerge en matière de masse négative. Là, je vois qu'en 2017, un jeune chercheur anglais de l'université d'Oxford, Jamie Farnes, s'intéresse au sujet. Il envoie un article assez copieux d'une vingtaine de pages à la revue Nature, plus exactement à Nature Communication. Un premier référé fait une critique relativement favorable. Bien sûr, Jamie Farnes reste dans le contexte de l'équation d'Einstein, donc automatiquement il a l'effet Runaway. Ça ne le dérange pas et il imagine que les galaxies puissent être confinées par un environnement de masse négative. Alors il fait une simulation sur ordinateur en mettant des points masse négatifs qui repoussent la galaxie et à ce moment-là, ça lui permet d'obtenir cette courbe de rotation. Alors il y a en fait deux courbes. La courbe noire, c'est la courbe de rotation des masses dans la galaxie selon des trajectoires circulaires dans le plan diamétral, si on ne tient pas compte de l'effet répulsif lié à la présence de masse négative tout autour. Et puis en haut, la courbe rouge, eh bien à ce moment-là, il y a un effet de confinement et la courbe de rotation présente un certain plateau. Alors le premier référé fait un rapport en disant, bon, ben, sur cette vingtaine de pages, il y a un peu n'importe quoi et tout autre chose, mais ce serait peut-être intéressant de publier cette courbe de rotation. Alors il y a un deuxième référé qui est consulté, qui envoie tout promener en disant que ça vaut rien du tout. Et quant au troisième, eh bien, il cite abondamment les papiers de Luc Blanchet en disant qu'il y a ça d'intéressant, et il y a gros à parier que ce troisième référé était Luc Blanchet. Vous reconnaissez là le complice de Gabriel Chardin, futur bénéficiaire du prix Nobel pour l'antimatière qui tombe vers le haut. Enfin bref, le papier est refusé. Alors, Jamie Farnes décide de le publier dans Arxiv en décembre 2017. Titre de l'article, une proposition visant à unifier l'énergie noire et la matière sombre. J'écris à Farnes, si ces courbes de rotation sont intéressantes, par contre, ce qu'il fait sur la structure à grande échelle, c'est complètement informe. Alors je lui suggère d'utiliser une autre loi d'interaction pour essayer de trouver cette structure lacunaire de l'univers. Pas de réponse. 6 mois plus tard, en juin 2018, on a un papier accepté par la revue Astrophysics and Space Science et je décide de reproduire la courbe de Farnes que j'étais prendre sur le papier d'Arxiv pour attirer un peu l'attention sur son travail, et je fais ça en le citant et en donnant la référence de son article. L'article paraît et très vite, l'éditeur nous écrit que Farnes crie au plagiat, que c'est un scandale. Ma foi, je croyais bien faire en attirant l'attention sur son travail, mais je me suis rappelé que j'avais obtenu la même chose 16 ans plus tôt et que j'avais présenté dans un colloque en 2001 en astrophysique. Mais comme vous voyez, le dessin est tout petit, d'ailleurs il y a les marches d'escalier qui correspondent aux sorties graphiques de l'époque. Donc je redessine la courbe et dans la version numérique, ça apparaît sous cette forme. Alors, Gilles D'Agostini et moi, on se plonge dans l'article de Farnes, et voilà ce qu'on lit. Voilà d'abord le texte en anglais, et puis sa traduction française. L'introduction des modèles bimétriques a permis une extension de la relativité générale, avec deux métriques. Exemple, Ossenfelder 2008. Une application de tel modèle a été de considérer les masses négatives comme une forme d'énergie noire, Petit et D'Agostini 2014. Et ça, c'est faux. Enfin, j'expliquerai ça plus loin. Quoi qu'il en soit, ces théories sont en contradiction avec les données observationnelles. Waouh! En dépit de cet obstacle intellectuel, les propriétés de base font des masses négatives un candidat puissant et incontournable permettant de réunir en une même entité énergie noire et matière sombre. Ainsi, les masses négatives pourraient être une sorte de fluide sombre susceptible d'expliquer les phénomènes attribués à des composants insaisissables. Gilles et moi, on est quand même un peu surpris par ce jugement abrupt, parce que
justement, le modèle Janus a pas mal de confirmations observationnelles. Alors, comme il reste quelques sous de l'argent qu'avaient donné les internautes pour aller dans les congrès de Francfort, de Paris, j'ai écrit à Farnèse en lui disant que je pourrais monter à Oxford pour lui présenter le modèle Janus. Et à ce moment-là, on reçoit la réponse suivante. Alors, je dois préciser qu'avant de commencer cette vidéo, j'ai écrit à Farnèse, parce que quand on pense des choses pareilles et qu'on les écrit, il faut en faire profiter le maximum de personnes. Ah, il ne m'a pas répondu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il commence par remettre complètement en question la façon dont Gilles D'Agostini a effectué cette comparaison entre les données des 740 supernovas et le modèle Janus. Et Farnèse se contente d'écrire que c'est très facile de faire passer une courbe par des points. Autrement dit, il pense que ce travail est complètement bidonné. Mais la phrase la plus importante de son message est celle qui suit. Effectivement, là, il formule une critique précise du modèle alors qu'il n'y avait rien dans l'article d'astronomie et d'astrophysique. Donc, je traduis. Votre modèle fait une prédiction claire pour le paramètre d'équation d'état de l'énergie noire, oméga égale 0, qui est complètement incompatible avec les observations, oméga égale moins 1. Votre modèle, de ce fait, est entièrement et instantanément rejeté. Ça montre qu'il n'a strictement rien compris à ce modèle, et ça, je le détaillerai avec précision dans ce qui suivra. Ensuite, il revient sur ce prétendu plagiat de sa courbe de rotation. Lors de la première mise en ligne de l'article, la courbe avait été reproduite, mais il était clairement dit qu'il en était l'auteur. Et il y avait également la référence Arxiv où on avait trouvé cette courbe. Et il était donc cité. Et il s'accroche à ça parce que c'est strictement le seul résultat tangible qu'il peut produire. Et il qualifie nos articles de non professionnels, il dit qu'ils sont mal fichus, que c'est du grand n'importe quoi, et il termine courageusement en demandant à ce qu'on ne lui écrive plus. Je réponds à Farnèse en lui signalant que l'exploitation que D'Agostini a faite de la solution exacte de Bonheur, en la comparant aux données des 740 supernovae, a été faite dans les règles de l'art sur le plan statistique, et je lui conseille de relire notre article de 2018. Je reprends cette histoire de courbe, en lui disant que c'est totalement faux qu'il n'ait pas été cité. Visiblement, il en est resté à l'édition papier, et il n'a pas pu constater que dans l'édition numérique, c'est ma courbe qui a remplacé la sienne. Alors, puisqu'il est aussi incisif, moi, je lui rappelle que le modèle cosmologique Janus est un véritable modèle qui est basé sur une dérivation lagrangienne, alors que le sien, suivant son propre terme, est un toy modèle, un modèle jouet. Je rappelle au passage les nombreuses confirmations observationnelles du modèle Janus. Et alors là, vous allez voir ce qu'on se prend. Dans le message suivant, Farnèse commence par dire qu'il a simplement cherché à me remettre dans la bonne direction, bien que pour moi ce soit une chose difficile à entendre. Il dit que l'incohérence de mes articles vient du fait que je ne suis pas astrophysicien qualifié et que la façon que j'ai de transposer mes connaissances dans ce domaine, c'est un non-sens. Il revient sur cette histoire de courbe en disant que je maintiens mon attitude plagiaire et il s'étonne que le journal ait pu simplement remplacer sa courbe par la mienne, qui est simplement tracée à main levée. Et pour lui, cette courbe ne dérive ni de données, ni d'une simulation. Bien sûr, il oublie une troisième possibilité, c'est que ce soit un travail analytique basé sur une solution de l'équation de Vlasov et de Poisson. Citons sa propre phrase. Cette courbe dont vous prétendez qu'elle représente votre travail de ces années antérieures, vous l'avez simplement tracée à main levée, et ça ne représente ni quelque chose qui provienne de données, ni d'un résultat de simulation. C'est l'œuvre d'un auteur de bande dessinée, pas d'un scientifique. Ça n'est pas rien, il me qualifie carrément de faussaire. Alors lisez la suite. Je sais que rien de ce que je pourrais vous dire ou vous présenter ne pourrait vous faire comprendre que votre modèle ne tient pas debout. Je vous ai donné la raison claire pour laquelle votre modèle devait être rejeté. Vous avez préféré ne pas l'entendre. Pour faire court, il serait préférable que vous laissiez la véritable science aux professionnels de l'astrophysique. Et il me recommande d'essayer d'acquérir des connaissances et de reprendre carrément mes études. Et il conclut comme dans le mail précédent, en me demandant de ne plus lui écrire,
en ajoutant que si je persiste, il ne répondra plus à mes messages. On pourra trouver étrange que j'ai passé autant de temps sur ce courrier de ce chercheur d'Oxford. Il y a plusieurs raisons. La première est que sa façon de réagir, c'est typique de la façon de penser des Cosmic Men d'aujourd'hui. Il va donc falloir reprendre son article posément. Ça n'est pas rien, c'est un article de 20 pages. La seconde raison est que cet article a été abondamment repris par la presse anglophone. Voilà un petit échantillon de l'écho qu'a reçu la publication de Jamie Farness, qu'il a faite en novembre 2018 dans la revue scientifique Astronomy and Astrophysics. Ici un autre titre, l'univers sur une nouvelle base, une nouvelle théorie pourrait expliquer les 95% du contenu de l'univers. Là, on lit un fluide sombre de masse négative, une surprenante théorie qui pourrait expliquer de quoi sont faits les 95% manquants de l'univers. Et enfin là, un étrange fluide sombre de masse négative qui pourrait dominer l'univers, ce que mes recherches suggèrent. Là, l'auteur de l'article, c'est carrément Jamie Farness. À côté de ça, vous ne trouverez aucune trace du modèle Janus dans cette presse et dans la presse française en général. Et pourquoi? Parce que c'est très facile de jeter le discrédit. Par exemple, suite à l'article de Farness, eh bien, on se dira le modèle Janus est contredit par l'observation. Alors, quelle observation? Bon, il va falloir creuser. D'amour entre deux portes, outre qu'il dit que tout cela a été publié dans des références bidons, dit que le modèle Janus n'a pas de base mathématique solide. Là encore, il va falloir regarder ça de très près, ce qui va nous amener à utiliser quelques crottes de mouche. Commençons par ce que dit Farness. Alors dans l'article, il dit simplement que le modèle Janus est contredit par l'observation, il ne dit pas pourquoi. Et ça, il le dit après dans la lettre qu'il m'a envoyée. Alors regardons ce qu'il dit. Voilà la phrase clé. Votre modèle fait une prédiction claire pour l'équation d'état de l'énergie noire, qui est que le paramètre oméga doit être nul. Ce qui est totalement incompatible avec l'observation qui indique que ce paramètre vaut -1. Et ça a pour effet d'invalider immédiatement votre modèle Janus. Alors qu'est-ce que c'est que ce paramètre oméga? Une petite remarque en passant, Jamie Farness, comme Gabriel Chardin, comme Luc Blanchet, comme tous les gens qui vont s'amuser avec les masses négatives, tant qu'ils restent enfermés avec une seule équation de champ, l'équation d'Einstein, eh bien, il se retrouve avec le phénomène Runaway. Alors regardez sur son dessin, en haut et à droite, vous avez les masses positives qui s'attirent, en bas, les masses négatives se repoussent, et au milieu, vous avez le phénomène Runaway, c'est-à-dire qu'à gauche, la masse positive fout le camp, poursuivie par la masse négative. Mais vous allez sans doute assister à l'émergence d'une nouvelle mode. Maintenant, c'est simplement bizarre. Il va falloir s'y faire. Voilà l'article de Jamie Farness, et voilà son titre. Alors je le traduis. Une théorie unifiant énergie noire et matière sombre, des masses négatives et une création de matière dans le contexte d'une théorie lambda-CDM modifiée. Alors vous voyez, la théorie lambda-CDM lambda, c'est la constante cosmologique. Donc Farness va interpréter la constante cosmologique en termes de masse négative. Et c'est de là que vient son paramètre oméga et sa valeur -1. Avant d'analyser l'article de Jamie Farness, on va commencer par réfléchir à ce que c'est que le modèle lambda-CDM. Alors, là, vous avez l'équation d'Einstein avec sa constante cosmologique. Cette constante, où est-elle? Eh bien, c'est dans le premier membre, c'est la lettre lambda majuscule, la lettre grecque. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à déterminer avec cette équation? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la métrique. J'en ai suffisamment parlé dans des vidéos précédentes. C'est elle qui permet de déterminer les géodésiques. Et c'est cette petite lettre G à 10 mu, cette fonction métrique. Donc ici, elle apparaît explicitement dans le premier membre, mais aussi implicitement dans ces objets qui sont R mu et R scalaire. Le premier, c'est le tenseur de Ricci. Le second, c'est le scalaire de Ricci. Peu importe ce que c'est, ce qui se passe, c'est que ce qu'on cherche à déterminer, c'est cette métrique, et elle est dans le premier membre. Maintenant, qu'est-ce qui représente les données du problème? Eh bien, c'est le second membre. C'est la lettre T à 10 mu, c'est le tenseur, c'est le contenu en énergie-matière.
Et juste devant ce contenu, eh bien, il y a une petite lettre grecque qui, que j'ai mis en noir, et qui est simplement la constante d'Einstein. C'est un simple coefficient, donc celle-là, donc ce coefficient, on l'oubliera. Il joue pas un rôle important. Jusqu'ici, on s'était occupé de l'équation d'Einstein sans sa constante cosmologique. Donc à droite, c'était la cause, et puis à gauche, c'était l'effet. Alors, on rajoute cette constante cosmologique, et la stratégie va consister à considérer ce terme comme une source. Donc on le fait passer dans le second membre. Peu importe l'interprétation qu'on en donne, que ce soit l'énergie du vide, enfin, c'est une source. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à droite, vous avez la cause, et puis à gauche, vous avez l'effet. Alors peut-être vous souvenez-vous de la forme qu'on avait donnée à l'énergie matière sous la forme de cette matrice 4 lignes, 4 colonnes. C'est emprunté à l'excellent ouvrage de messieurs Adler, Schiffer et Bazin, que vous n'aurez pas manqué de télécharger, et c'est page 425. Alors vous voyez la densité de matière ρ en kilo par mètre cube, et puis un terme de pression. Alors maintenant, on va multiplier par C2, et on obtiendra ceci. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette matrice? Eh bien, en haut et à gauche, on a un terme ρ C2. C, c'est la vitesse de la lumière, et puis ρ, c'est la masse volumique, c'est-à-dire que c'est n fois la masse. Or, l'énergie d'une masse m, c'est mc2. Donc c'est n fois mc2. Donc c'est la quantité d'énergie mc2 par unité de volume. C'est-à-dire la quantité d'énergie sous forme de masse. Puis alors après, on a un terme de pression, P. Qu'est-ce que c'est la pression? Eh bien, la pression, par exemple pour un gaz, eh bien, c'est la quantité d'énergie cinétique liée à la vitesse d'agitation des particules. Et puis, quand c'est un gaz de photons, eh bien, la vitesse, c'est C. On a déjà vu ça plus haut. Le fait de revenir sur cette matrice, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est la source, c'est ce qui va donner naissance à la géométrie de l'univers. C'est ce qui façonne l'univers. Or, on voit qu'il y a deux sources d'énergie. Il y a l'énergie représentée par la masse elle-même, par le mc2, et puis l'énergie représentée par la pression, par la vitesse d'agitation, par la pression de rayonnement. ρC2, ça se mesure en joules par mètre cube, mais c'est la même chose pour la pression. La pression, ce n'est pas seulement une force par unité de surface, c'est aussi une densité volumique d'énergie. Ça, je vous l'ai montré. Mais la masse seule, qu'elle soit positive ou négative, est suffisante pour donner sa géométrie à l'univers. Et ça, c'est ce que Farnèse n'a pas compris. On revient à l'équation d'Einstein, et en se disant simplement, lambda, c'est une constante, elle est présente dans l'équation, donc on fait marcher toute la mécanique de calcul, ça se trouve dans tous les bouquins, en particulier dans l'ouvrage de Adler, Schiffer et Bazin, que vous pouvez télécharger grâce à cette adresse. Et on arrive à ces équations de la page 426, et en particulier celle-là. Dans cette équation, on trouve une lettre grand R, et puis sa dérivée seconde par rapport au temps. Ça, c'est simplement la jauge d'espace, l'envergure de l'univers. Et maintenant, on l'écrit avec la lettre petit a. Alors, réécrivons cette équation. Alors, je donne le détail. A seconde, c'est la dérivée seconde de A par rapport au temps. Grand lambda, c'est la constante cosmologique. C, c'est la vitesse de la lumière. Grand G, c'est la constante de gravité. Rho, c'est la masse volumique. Et puis P, la pression. Ça, c'est l'équation d'évolution du cosmos en fonction du temps, correspondant à la cosmologie classique à partir de l'équation d'Einstein. Alors maintenant, enlevons la constante cosmologique. Entre parenthèses, on a l'énergie. Alors si on est dans un monde avec ρ positif et P positif, eh bien la dérivée seconde est négative, donc le cosmos décélère. Et on a cette courbe-là. Ce sont les modèles de Friedman. Et on a deux phénomènes qu'on voit sur l'équation, c'est que ρ diminue du fait de la dilution et la pression diminue aussi. Donc autrement dit, on a une décélération, mais de moins en moins prononcée. La dynamique à pression non nulle, c'est pour la phase radiative, quand la pression, c'est la pression de rayonnement. Et puis en phase matière, dans le gaz de poussière, la pression tombe à zéro, pratiquement zéro. Donc il n'y a plus que ρC2. Et comme cette masse volumique ρ varie en 1 sur R3, eh bien on va retrouver l'équation de Friedman, A2 A seconde égale moins une constante négative. Maintenant, regardons l'équation complète avec la constante cosmologique. Alors si lambda est positif,
ça va donner l'accélération à seconde une valeur positive, surtout si ce terme devient prépondérant par rapport au terme de masse. Ça sera le cas dans la jeunesse de l'univers, où justement, comme petit a est petit, la masse du micro est énorme, donc le terme de masse est prépondérant, et l'univers décélère. La constante cosmologique ne joue aucun rôle. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la dilution joue son rôle, ρ diminue, et ce terme de masse finit par devenir plus petit que le terme de la constante cosmologique. C'est elle qui pilote à ce moment-là l'expansion, et il y a une accélération. Cette accélération à seconde est proportionnelle à A, donc c'est une expansion d'allure exponentielle. Et c'est ce que prédit le modèle lambda CDM. Alors, revenons au modèle de concordance, au modèle standard, le modèle lambda CDM. Donc, vous avez la courbe complète. Là, vous avez l'équation. Le terme lambda C2 sur 3 est constant. Et puis à droite, vous avez un terme entre crochets avec ρ indice dm, ça c'est la dark matter, c'est la matière sombre. Et puis un petit ρ indice m, ça c'est la matière, c'est ce qu'on voit. Et de toute façon, ce qui est entre crochets, ça maigrit à cause de la dilution. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les scientifiques? Ils ont défini un équivalent densité ρ indice lambda qui vaut lambda C2 sur 8 πg et qui est une constante absolue. Et à ce moment-là, le terme dans l'équation lambda C2 sur 3, eh bien, ça devient 8 πg ρ indice lambda sur 3. Alors, on le met dans l'équation. Et c'est cet équivalent matière de ce pouvoir répulsif du vide, de cette énergie noire, qui figure dans le fameux camembert, à hauteur de 74%, en sachant que cette fraction est constante dans le temps, comme l'est la constante cosmologique. J'espère que vous en saurez un peu plus sur cette fameuse énergie noire, mais pour Carlo Rovelli, ça pose aucun problème, parce que quand on lui demande qu'est-ce que c'est, il dit mais c'est simple, c'est pas mystérieux, c'est la constante cosmologique. De même que ce qui fait monter le mercure d'un baromètre, c'est l'horreur du vide. Que font les théoriciens de l'énergie noire? Ils décident d'introduire une pression équivalente en tant que densité volumique d'énergie. Alors ils écrivent une équation d'état qu'on peut toujours écrire P égale oméga ρ C2, où oméga c'est n'importe quoi. Alors quand il s'agit du gaz de photon, on a une pression de radiation qui vaut P indice R égale ρ indice R C2 sur 3, et à ce moment-là, on a oméga qui vaut un tiers. Quand c'est un gaz de matière, eh bien la pression de matière, c'est P indice M égale ρ V2 sur 3, où V2 est le carré de la vitesse d'agitation thermique, et comme celle-ci est négligeable devant C, ça fait dire à Farnèse que dans ce cas-là, oméga est nul. Enfin, quand on en revient à cette pression liée à la constante cosmologique, elle s'écrira P indice lambda égale moins ρ indice lambda C2, ce qui fait dire à Farnèse que dans ce cas-là, oméga vaut moins 1. Eh oui, si le comportement de l'univers, son accélération, peut être imputé à la présence de cette constante cosmologique dans l'équation. Vous trouverez tout cela dans la page de Wikipédia consacrée à la constante cosmologique. On pourrait penser que je consacre beaucoup de temps à l'article de Jamie Farnèse, mais il faut le faire, vous savez, parce que l'expérience a montré que les bruits de couloir, c'est très dommageable. C'est-à-dire que des gens diront, vous savez, j'ai entendu dire qu'un scientifique d'Oxford dit que le modèle de Janus contredit l'observation. Il y a également des gens comme Lachaiseray, qui est choisi comme expert par le journal Le Monde, à chaque fois qu'il y a une actualité à commenter, qui d'ailleurs reçoit un travail genre Jean-Pierre Petit 2 fois par semaine, et qui vous dira qu'il y a 20 ans, il avait trouvé des erreurs dans mes calculs. C'était déjà le cas avec Luminet, qui disait qu'il avait aussi trouvé des erreurs. Et puis, vous aurez à la fin Damour qui dit que ce modèle n'est même pas faux, qu'il ne repose pas sur des bases mathématiques. Alors, je suis obligé de reprendre tout ça en poids. En attendant, revenons au modèle lambda CDM. Voilà sa courbe, et puis voilà l'équation qui se trouve en bas. D'où vient cette belle équation? Eh bien, elle découle simplement du fait qu'on a choisi la forme de la métrique, qu'on a pris une métrique Frédéric Lemaître, Robertson, Walker. Et dans Janus, on fait pareil, on prend la même forme de métrique.
Alors, dans Janus, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on oublie la matière sombre. Donc, j'efface ce terme ρ indice dm dans le second membre de l'équation. Puis, j'efface le terme grand lambda C2 sur 3, le terme de constante cosmologique qui représente l'énergie noire. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, à droite, il y a ρmc2, c'est-à-dire l'énergie matière correspondant à un contenu visible de la matière, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est insuffisant pour rendre compte de la géométrie cosmique. Mais maintenant, je suis en bimétrique. Ça, c'est l'équation qui gère l'évolution du facteur d'échelle dans le monde positif. Donc petit a, je le remplace par petit a plus. Et puis dans le second membre, eh bien, j'aurai ce qui contribue à cette géométrie. Donc déjà, il y a ρ plus c plus carré, qui est la quantité d'énergie matière positive, qui n'est pas grand-chose. Et puis il y a un terme ρ moins c moins carré, qui est la quantité d'énergie matière négative, qui est plus importante, parce que ρ est plus important, et la vitesse de la lumière c- est aussi plus importante. Mais le calcul produit alors, et c'est l'équivalent de ce qu'on a en relativité générale, une relation de conservation de l'énergie, qui s'écrit ρ plus c plus carré plus ρ moins c moins carré, le tout facteur de a plus cube, c'est l'énergie E, qui reste constante au fil de l'évolution. Et cette énergie E, on la suppose négative. Alors on l'écrira moins valeur absolue de E. Et je peux donc mettre cela dans mon équation. Alors vous voyez, j'ai un 1 sur A à gauche et un 1 sur A cube à droite. Ça me donne 1 sur A plus carré à droite. Et j'ai aussi 2 signes moins, donc au total j'ai une accélération à seconde positive, c'est-à-dire l'accélération de l'expansion. Mais nous lisons autre chose dans ce résultat qui est intéressant et qui diffère du modèle lambda CDM. Lorsque l'expansion se poursuit, l'accélération tend vers zéro. C'est la courbe rouge, qui tend donc vers une asymptote. Donc c'est différent du modèle lambda CDM qui prédit une expansion exponentielle. Comment choisir entre ces deux modèles? Eh bien, situons le présent. À droite de ce segment, c'est l'avenir, et jusqu'à preuve du contraire, nous ne disposons pas de moyens observationnels permettant d'avoir accès à l'avenir. Donc, quand on compare le modèle Janus et le modèle lambda CDM s'agissant des données observationnelles des 740 supernovas, ça se situe dans la partie gauche de la courbe, dans la partie verte. Il n'y a pas de moyen de les différencier. C'est ce que n'a pas compris l'anglais Jamie Farnes, pour qui une modélisation en introduisant des masses négatives ne peut se faire que dans le cadre d'un contexte lambda CDM, avec la constante cosmologique, qui pour lui est une sorte de réalité physique. Il est important de préciser tout cela parce que c'est ce que font également tous les théoriciens de l'énergie noire. Il faut comprendre que cette masse volumique constante ρ indice lambda ne décrit pas quelque chose de précis, c'est un équivalent en kg par mètre cube d'une constante lambda présente dans l'équation. C'est pour ça que je mets ρ indice lambda en couleur bleue. De même, tous ces théoriciens de l'énergie noire invoquent une pression P indice lambda, que je mets aussi en bleu. C'est un équivalent en Pascal d'une constante cosmologique présente dans l'équation. Alors une pression qu'il imagine associée à un gaz parfait, en écrivant P indice lambda égale oméga ρ indice lambda C2. Ainsi, si un jour je rencontre un théoricien de l'énergie noire, il me dira « votre oméga, il vaut combien ?» Et ça n'a pas de sens, parce que la masse négative de Janus, elle est à pression nulle. Donc oméga égale 0. Alors que dans ce contexte de l'interprétation de la constante cosmologique, à ce moment-là, le petit oméga vaut moins 1. Et c'est ce que remarque Farnes, ce qui lui fait dire que ce modèle ne tient pas debout. Dans cette vidéo, je ne fais pas que reprendre ce qu'a dit ce chercheur anglais, je montre que le modèle Janus reste totalement incompréhensible pour un théoricien qui croit que la constante cosmologique correspond à une réalité physique. C'est ce que fait Farnes et c'est ce que feront tous les théoriciens de l'énergie noire. C'est ce qui se passe quand on lit ses travaux avec la mauvaise paire de lunettes. Voyons maintenant ce que fait Jamie Farnes quand il envisage de remplacer à la fois la matière sombre et l'énergie noire
par des masses négatives. Dans l'optique de ce modèle lambda CDM, on peut remplacer le terme où est présent la constante cosmologique par un terme équivalent où figure une masse volumique équivalente ρ indice lambda. Alors qu'est-ce que fait Farnèse dans son toy modèle? Il commence par remplacer la matière sombre par une densité de matière négative ρ-, en rouge, à laquelle il va demander de jouer le même rôle que la constante cosmologique, c'est-à-dire de provoquer une accélération exponentielle. Et pour ça, il faut ρ constant. Or, l'expansion va diluer ces masses négatives. Il imagine donc que celle-ci est créée en continu. Comment? Ça, c'est pas dit, mais il suggère d'adopter un taux de création qui maintienne son ρ- constant. Il va même jusqu'à imaginer que ce taux de création de masse négative puisse varier non seulement dans le temps mais dans l'espace, c'est-à-dire que là, justement, où il y a un emballement de cette création de masse négative, c'est ça qui crée les grands vides dans la distribution de matière à grande échelle. Et c'est ça qui fait dire à Sabine Hossenfelder dans son blog qu'au lieu de simplifier les choses, il ne fait que les obscurcir. En conclusion, vous voyez deux choses. 1. La critique de Farnèse ne tient pas. 2. Son modèle, c'est n'importe quoi. Comme je vois que ça fait 1 heure de vidéo, eh bien, on consacrera la vidéo suivante à la critique de Thibaut Damour. Cette fois, il ne s'agit pas d'une critique qui serait inscrite dans un article pour Thibaut Damour. Mes travaux ne valent même pas une remarque de ce genre. Non, il s'agit simplement d'une phrase qu'il a prononcée suite à une conférence qu'il a donnée à Genève au mois d'octobre. Qu'elle n'est pas définie mathématiquement. Je lui ai écrit, une longue lettre, ce plaque. Je lui ai écrit une longue lettre en disant, mais quelle est la théorie? La théorie n'est pas définie. Elle n'a pas d'action. Cette théorie n'existe pas autant que ça. Je ne peux même pas dire qu'elle est fausse. Il y a la théorie d'Einstein, des équations qui dérivent du principe variationnel. Vous savez comme la théorie dite de Jean-Pierre n'a pas d'équations. Il écrit quelques équations de champ. Oui, mais ces équations de champ ne dérivent pas. Il dit Souriau, un truc symplectique, mais Souriau, symplectique, ça veut dire que vous avez un principe variationnel. Et je lui ai dit, où est le principe variationnel? Il n'y a pas de réponse. Si, il y a eu une réponse tout de suite en 2015 avec publication d'un article dans Astrophysics and Space Science qui présentait cette méthode de dérivation lagrangienne, mais il ne l'a pas lu. Je veux dire, Damour, Lachaise-Ray, Luminet, Barrault, ils ne lisent pas. Damour va même plus loin. Pour lui, les travaux que j'ai publiés, ce sont des références bidons. Alors, dans la prochaine vidéo, on va reprendre tout ça. Et au passage, on analysera les propres travaux de Thibaut Damour, son propre modèle bimétrique, qui est paru dans un article de 40 pages, très classe, dans la prestigieuse revue Physical Review Day. Alors, chez lui, il s'agit de 2 branes qui interagissent à l'aide de gravitons dotés d'une masse, alors qu'on ne sait même pas si le graviton existe. Et c'était le sujet de la lettre qu'il m'avait envoyée, mais il a fait la confusion que j'ai lue, ça n'a strictement rien à voir. Le bimétrique de Thibaut Damour, c'est un empilement d'hypothèses les unes sur les autres. Je vous lirai les conclusions, ça n'explique rien, ça ne prévoit rien, ça ne débouche sur rien, mais il y a une belle dérivation lagrangienne. À la prochaine!